on reprend le webinaire. Et donc, nous allons maintenant aborder le sujet de la table numéro 4 de cette fin de journée sur le secret des affaires jusqu'à la commande publique, et donc le cas d'école de l'A69. Alors, avant de commencer, je voulais quand même vous faire toucher de façon tangible ce que c'est que le secret des affaires opposé. Ils sont partis, mais je voulais insister là-dessus, opposé à un député. Parce que contrairement à l'idée que l'on a, c'est que le secret des affaires peut être opposé à un député. Et d'ailleurs, il est opposé à un député, en l'occurrence une députée, puisque quand moi j'étais très mobilisée sur le dossier de la 69, sur le terrain, si l'on peut dire, par rapport à cette anomalie environnementale qui est la 69, une autoroute de 53 km construite entre une route nationale déjà bien aménagée et une voie ferrée, donc véritablement un scandale écologique et environnemental. Et à ce titre-là, j'étais extrêmement mobilisée sur ce dossier. Puis à un moment donné, j'ai été députée et je me suis dit, est-ce qu'en tant que députée, je peux ajouter, apporter quelque chose de supplémentaire à ce dossier et donc faire ma part, mais avec évidemment mes prérogatives de députée. Et donc pour ce faire, eh bien, il a fallu que j'enquête pour disposer du contrat de concession entre l'État et la société qui a été désignée, choisie plutôt, lors du contrat, qui s'appelle la société Atosca. Et derrière, c'est en fait le groupe NGE. Donc c'est ce que j'ai fait pour déjà apprécier si oui ou non ma plus-value pourrait apporter quelque chose à ce dossier. Et donc, j'ai demandé au ministère des Transports à disposer du contrat de concession. Alors, le contrat de concession, c'est ça, mais dans mon bureau, pour ceux qui seraient intéressés, il y a trois cantines avec tous les documents du contrat de concession, donc avec les trois soumissionnaires. Le premier, c'était Faya, le deuxième, c'était Vinci, et le troisième, NGE. Si je vous dis le troisième, c'est parce qu'il est en haut de la pile des cantines. Et donc, le ministère des Transports m'a effectivement, lorsque je leur ai demandé, en tant que commissaire des finances et en tant que rapporteur du rapport spécial transport de la commission des finances, qui me donne des prérogatives particulières au titre de l'article 57 de la loi organique des finances publiques, m'a effectivement répondu, dans un premier temps, en me disant « Mais bien sûr, Madame la députée, vous avez, nos portes vous sont ouvertes et vous pouvez à tout moment venir consulter les documents relatifs à la 69. » Donc je leur ai répondu tout aussi poliment que je n'allais pas faire des allers-retours entre la Défense et l'Assemblée nationale, où sont mes bureaux, et que s'ils voulaient bien me communiquer ce contrat de concession à mon bureau à l'Assemblée nationale. Ce à quoi ils m'ont répondu que ça allait faire une volumétrie extrêmement importante et que c'était pour cela qu'ils m'avaient fait cette proposition, mais que bien entendu, si je le souhaitais, ils mettraient à ma disposition le contrat de concession. Je n'invente rien, hein, j'ai tous les courriers là-dessus. Et donc m'arrive avant Noël le contrat de concession entre la société Atosca et l'État, et le contrat de concession, c'est-à-dire le document que j'avais demandé. En fait, il était dans une enveloppe, une grosse enveloppe avec plein de scotch, mais c'était ça. Il n'y avait pas besoin d'une camionnette pour transporter tout ça. Et j'ouvre, donc, très satisfaite, enfin de pouvoir savoir si j'allais avoir une plus-value en tant que députée sur ce sujet-là. Et quelle n'a pas été ma surprise de constater, comme Raymond Avrier, alors là, c'est du grisé bleu. Voilà. Parfois, il y a du grisé noir. Que, en fait, toutes les annexes qui étaient les annexes financières sont des grisés bleus, et donc de me permettre en aucune façon d'accéder à l'information que je souhaitais avoir en tant que député, avec les prérogatives dont je disposais. Je vais vous le mettre en... Ah oui, c'est pour le moment, mais je vais le faire passer. Vous pourrez consulter du grisé bleu, c'est bon, là, voilà. Oui. Il y en a partout, tiens, si ça vous intéresse, de voir ce que c'est qu'un contrat de concession en grisé bleu. Voilà. Donc, évidemment, j'ai laissé passer les fêtes. Et à ce moment-là, j'ai redemandé, toujours au même titre du même article qui avait été précédemment cité, et ils savent très bien de quoi il s'agit, que je disposais de prérogatives spécifiques au titre de l'article 57 de la loi organique des finances publiques et que le secret des affaires ne pouvait m'être opposé. Et donc là, quelques jours après, j'ai reçu le contrat de concession, celui où j'ai toutes les petites, voyez, les petits marque-pages,
non grisés. Et je les remercie depuis ce jour-là, parce qu'en réalité, ça m'a fait gagner énormément de temps, puisque j'ai fait la comparaison du grisé bleu et du non grisé. Je savais là où il fallait aller chercher. Voilà. Ils m'ont dit, regarde, Christine, c'est là qu'il faut regarder. Et c'est à partir de là que ma conviction a été faite, à l'issue de l'étude de tout ça quand même, bon, c'était pas une mince affaire, qu'en effet, en tant que député, je pouvais apporter une plus-value sur ces éléments-là, qui étaient des éléments financiers auxquels tous ceux qui travaillent de façon collective, et j'insiste là-dessus sur l'aspect collectif, parce que c'est dans ce type de dossier extrêmement important que de ne pas partir seul et de partir évidemment avec d'autres, parce que sinon on s'épuise et puis parce que sinon on est ciblé de façon individuelle. C'est extrêmement difficile. Ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste par rapport aux lanceurs d'alerte et aux témoignages qu'on a eus tout à l'heure. Le collectif est extrêmement important pour résister aux pressions que l'on subit quand on s'engage dans ce type de combat. Et donc, sur cette base-là, j'ai réussi à convaincre le groupe écologiste et social de lancer une commission d'enquête, puisque nous avons une fois par an un droit de tirage qui nous permet d'exercer nos droits de commission d'enquête sans avoir à passer par le vote majoritaire que nous n'aurions jamais eu sur ce dossier, bien entendu. Et donc, on a exercé notre droit d'enquête, notre droit de tirage sur ce dossier de la 69, qui m'a permis ensuite, en tant que rapporteur, d'auditionner tous ceux que je souhaitais auditionner sur ce sujet-là, que ce soit au niveau décision politique, des décideurs politiques initiaux, mais ensuite évidemment tout le volet environnemental, le DREAL, mais également évidemment tout le côté financier avec l'autorité de régulation des transports, avec la DGITM. Et donc, cela m'a permis vraiment d'investiguer de façon extrêmement précise sur ce dossier et de révéler beaucoup de choses qui n'étaient absolument pas connues, ni évidemment des habitants, parce que c'était couvert par le secret des affaires, ni évidemment non plus des élus, qui s'étaient engagés dans ce dossier en toute méconnaissance de cause, et bien étant en toute méconnaissance de choses, se sont quand même engagés à faire voter leurs organes délibérants sur un dossier dont ils n'avaient aucune connaissance, et en particulier sur les conditions financières, puisque la commission d'enquête a révélé que le droit de passage, le péage pour ces 53 km, c'est plus de 20 € pour des voitures particulières par jour, aller-retour, c'est plus de 26 € pour les artisans, les petites camionnettes, et c'est plus de 60 € pour des camions, quand on connaît évidemment dans ce secteur-là, les faibles marges dont il dispose, c'est-à-dire soit on le répercute sur le client et du coup on est plus compétitif, soit on le prend sur sa marge et du coup on ferme l'entreprise. Donc, portant à la connaissance de ces élus qui sont très engagés dans la 69, eh bien, la réponse qu'ils m'ont faite, c'est que ça ne changeait pas en fait leur point de vue, mais qu'effectivement, ils n'avaient pas connaissance de cet élément dans lequel ils se sont engagés, voilà, alors même qu'ils ne savaient pas, et ce faisant, qu'ils allaient proposer une rallonge de subventions pour abaisser le coût du péage. Et alors là, c'est le monde à l'envers, puisque finalement, on va, par le biais de la subvention et donc par le biais de la contribution de tous, y compris de ceux qui ne prendront pas cette autoroute, permettre à ceux qui voudront prendre cette autoroute très chère de la prendre à moindre coût. Donc c'est quand même un truc qui est complètement extravagant. Donc commission d'enquête et finalement dissolution. Donc le rapport que j'aurais dû faire sur la commission d'enquête n'a pas pu être rendu, mais à la limite, bon, je regrette, c'est mon rapport que je n'ai pas pu faire, mais en tout état de cause, moi j'avais conduit déjà toutes les auditions, et donc ça n'a pas gêné ensuite sur l'usage que je pouvais faire de cela. Un député, l'usage qu'il peut faire de cela, c'est évidemment médiatiser la question, et en le médiatisant, donner de l'information à ceux qui vont aller devant les tribunaux pour contester le projet. Dans ce dossier, et je termine, également un autre élément, un élément relatif au contrat lui-même, qui a été consenti sur la base de 3 soumissions. Et en réalité, un seul répondait à la commande faite par l'État n'a pas été retenu. Et celui qui répondait le moins à la commande de l'État,
c'est celui qui a été choisi à Tosca, qui met en relief, suite à d'autres investigations, des liens extrêmement clairs et extrêmement évidents entre le plan local et le plan national sur des financements de campagne. Voilà pour faire le tour de la situation. Et dans ce dossier, j'ai fait la rencontre de personnes extraordinaires qui sont toujours dont le travail est toujours en cours parce que bientôt, nous allons gagner pour la 69, ça c'est le 11 décembre, et la Cour administrative d'appel va confirmer évidemment le jugement du tribunal du 27 février, et on fera la fête, n'est-ce pas? Voilà. Alors, pour parler de cet A69, mais de façon plus large sur le sujet secret des affaires, dont vous voyez en l'occurrence qu'il a été le fil rouge, et il est le fil rouge de tous ces dossiers, à la fois pour ceux qui, au moment de l'enquête publique, à la fois ceux, au moment de la contestation ou des appréciations qui sont données au moment des autorisations environnementales, à partir du moment où les éléments sur lesquels vous devez intervenir vous sont cachés, ben vous ne pouvez pas intervenir. Et à partir du moment où l'autorité environnementale n'a pas l'information dont elle devrait disposer, à savoir par exemple l'usage de granulats à hauteur d'aller-retour de camions de 52 000 allers-retours camions pour le transport de granulats, ben, l'autorité environnementale ne peut pas donner son avis là-dessus. Donc tout est biaisé dans les procédures. Donc les procédures existent, elles sont respectées, mais complètement biaisées puisque on ne dispose pas des informations utiles pour contester ou même d'ailleurs pour approuver ces dossiers. À la table ronde, avec cette table ronde, Clarisse Feltin, qui est journaliste, autrice, réalisatrice dans Off Investigation et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup investigué sur ce dossier, comme sur plein d'autres, mais particulièrement sur celui-ci. Vous avez ensuite à la même table, je poursuis, Johan Legrand, Sangiovanni, qui est membre du collectif La Voix est libre, où il analyse donc les aspects juridiques et financiers de la concession de la 69. Rien n'échappe à sa sagacité, à sa curiosité. Internet, pour lui, c'est un boulevard dans lequel il se promène jour et nuit quasiment pour la 69. Vous avez ensuite Léa Sébastien, que j'ai rencontrée dans le cadre d'un travail qu'elle a réalisé en liaison avec LDH à Toulouse sur justement le sujet que nous avons abordé ce matin sur le secret des affaires. C'est aussi quand on est englouti dans le nombre de documents qui est mis à notre disposition, tel qu'a pu en témoigner ce matin sur la LGV. Le collègue élu là, de Toulouse, du Lot-et-Garonne. Et ensuite, Mélanie Dessouza, qui est doctorante en droit public et qui, elle, a appuyé un recours qui a permis de faire évoluer la jurisprudence, en tout cas de la définir et de la préciser devant le Conseil d'État sur la question de la durée des contrats de concession, puisque pour la 69, le contrat de concession, c'est 55 ans. Maintenant, ils ont inventé autre chose. Comme contrat de concession 55 ans, l'ART, l'autorité de régulation des transports, a dit que ce n'était pas une bonne chose. Maintenant, ils font des contrats de 35 ans, mais après les 35 ans, ils mettent une soulte. Donc, en fait, ça revient au même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un contrat qui devient un contrat de droit public et de commande publique et qui devrait répondre aux règles du marché public, puisqu'il n'y a plus de risque pour le concessionnaire. Et à partir du moment où il n'y a plus de risque, c'est du marché public, ce n'est pas de la commande publique. C'est pas de la concession, pardon. Clarisse, heureusement que j'ai. Il y en a qui suivent. Merci, Raymond. Et donc, pour engager sous l'angle et faire le lien avec la table ronde précédente, Clarisse Feltin, la 69, Off Investigation et tout ce que tu as pu trouver dans ce dossier que tu continues à chercher et à trouver. Alors, qu'est-ce que je peux vous raconter? Au départ, la 69, c'était vraiment une lutte locale d'un collectif, La Voix est libre, et qui luttait depuis 15 ans contre ce projet. Et puis des écureuils, donc des gens qui montent dans les arbres pour empêcher qu'on les abatte. Et donc, j'avais eu l'occasion de rencontrer Thomas Braille. On était partis ensemble en Guyane. C'était un autre terrain, rien à voir. Mais il m'a dit, écoute, chez moi, il y a une grosse lutte, est-ce que tu veux venir et tout. Je me suis dit, bon, j'ai jamais dormi dans un platane. C'est quand même une occasion.
Et donc j'y suis allée comme ça avec ma petite caméra et voilà, et de fil en aiguille, j'ai rencontré aussi des gens incroyables. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a sous cette histoire? Parce que quand même, quand il y a eu, et donc j'ai fait un film documentaire pour Off Investigation, hein, il faut aussi que je vous dise que toutes les télévisions, alors publiques et privées, n'ont pas voulu de mon film. C'est-à-dire que moi, avant de travailler pour un média indépendant, ça faisait 20 ans que je travaillais pour France Télévisions, enfin, pour les grands médias, je faisais des grands films documentaires, enfin, je suis quelqu'un de reconnu. Et là, je me suis vraiment heurtée à un mur. Donc, je suis obligée de passer par un média indépendant. Et donc, je me suis dit, sur place, il y a quelque chose qui est fou. C'est-à-dire que la loi était détournée. Ils avaient, par exemple, pour empêcher les gens d'accéder à l'allée où ils allaient couper les platanes, je dis ils, c'est les gendarmes, le préfet, enfin c'est le préfet qui a pondu un arrêté totalement hallucinant sur une battue administrative. C'est-à-dire qu'il y avait des sangliers qui tout d'un coup, fin août, devaient passer là et qu'il fallait absolument... donc un risque parce que vous imaginez que des chasseurs devaient être là, peut-être traquer ces sangliers, que c'était dangereux pour tous les gens qui étaient tout autour. Bref, il fallait faire un périmètre de sécurité. Il y avait véritablement plus d'une centaine de gendarmes qui étaient là et avec des drones, avec des hélicoptères. Je ne sais pas si vous imaginez l'argent public aussi que c'est. Et vous vous dites tout ça pour une autoroute locale de 53 kilomètres entre Castres et Toulouse. Je veux dire, si, c'est hallucinant. Il y a un château qui est classé au patrimoine historique euh, et l'autoroute passe à 180 mètres du pavillon néogothique. C'est juste une atteinte à la violation de la protection des monuments historiques. C'est interdit, il faut respecter une distance de 500 mètres. Et là, c'est 180 mètres. Mais je me suis dit, mais comment c'est possible qu'il y ait une telle violation de loi? Bon, et donc j'étais sur le terrain avec ma petite caméra toute seule. Et puis on m'a dit, tu sais, il y a des gens qui investiguent, qui essayent de savoir finalement qui sont les personnes, les actionnaires de ce projet. Parce que je me suis dit, quand même, c'est des gens qui ont le bras très, très, très long. Donc, une fois que je suis revenue à Paris, je me souviens, le lendemain, j'étais un peu crevée parce que les nuits étaient courtes, hein, quand même, c'était un siège hein, qu'ont tenu les écureuils. Et je me suis mis j'ai appelé quelqu'un et qui a commencé à me dire, oui, tu sais, euh, ce qu'on appelle une source, euh, et que j'avais pas pu rencontrer sur le terrain, et qui m'a dit, voilà, moi j'ai commencé à investiguer des documents administratifs, il y a des trucs très bizarres derrière la 69. Et moi, après, j'ai attaqué le montage parce qu'on voulait absolument sortir le film très très vite. Donc c'était un film de lutte et on n'avait pas ce volet enquête. Mais je me suis dit, c'est pas possible. Donc en même temps que je montais, je me suis mise à enquêter. Et nous, chez Off Investigation, notre ADN, c'est d'enquêter sur les coulisses de la politique. Donc on est comment dire, assez outillé sur la Macronie. Voilà, sur l'entourage du président, sur son passé en tant que banquier, etc., etc. Et par hasard, enfin pas par hasard, parce que du coup on s'est bien cherché, et tout d'un coup on s'est rendu compte que les actionnaires de la 69 étaient des proches d'Emmanuel Macron. Mais pas juste un cousin, une cousine ou je sais pas quoi, c'est vraiment des gens qui lui ont permis d'accéder au pouvoir. C'est des gens qui ont financé sa campagne ou qui lui ont permis d'avoir des prêts, notamment Pierre Donnersberg, qui est un des principaux courtiers sur la place de Paris, c'est-à-dire qu'il a une boîte qui fait des prêts bancaires, qui assure les prêts bancaires, et qui a permis à Emmanuel Macron, qui devait financer 11 millions d'euros, donc qui s'est porté caution pour Emmanuel Macron pour qu'il puisse emprunter ces 11 millions d'euros pour qu'il soit élu. Il avait besoin d'argent pour financer la campagne. Donc ce type-là appartient à un fonds d'investissement qui s'appelle Ardian. Et Ardian, c'est le premier fonds d'investissement français. C'est 150 milliards d'euros de capital. Et non seulement Pierre Donnersberg, donc sa société CIACI Saint-Honoré, euh, l'actionnaire majoritaire, c'est Ardian. Mais dans le groupe Ardian, on retrouve un conseiller d'Emmanuel Macron qui s'appelle Emmanuel Miquel,
qui l'a aidé pour sa campagne en 2017 et qui est devenu conseiller à l'Élysée, conseiller entreprise et attractivité. Ensuite, qui l'a re-aidé pour sa nouvelle campagne. Ensuite, qui est reparti chez Ardian, il est managing director. Vous voyez, les allers-retours, des mélanges de gens. Il y a une autre personne qui s'appelle François Aïssatoisi. Alors lui, il a aidé Macron pour lever des fonds en Algérie. Et lui aussi, il travaille chez Ardian. Donc finalement, on s'est retrouvé comme ça à voir qu'il y avait quand même des intérêts, on va dire, un peu privés dans un projet normalement d'intérêt général. Enfin, je veux dire, une autoroute entre Castres et Toulouse, censée désenclaver Castres. Et, euh, et donc, ça questionne le fameux intérêt, la raison impérative d'intérêt public majeur. Parce que, bon, quelle est cette raison? Est-ce que c'est finalement satisfaire des investisseurs privés? J'ai oublié évidemment Edmond de Rothschild, qui est le cousin de David de Rothschild, pour lequel euh, Emmanuel Macron a travaillé en tant qu'associé banquier avant de se lancer dans sa carrière politique. Donc voilà, et puis ben, du coup on s'est dit, ben, ça il faut qu'on le mette dans le film forcément, donc voilà, c'est un peu la fin du film, la fin de l'histoire. Et, euh, et en fait je suis contente d'être là aujourd'hui parce que je me pose une question depuis le début de ce film, c'est que en fait c'est Emmanuel Macron, enfin quand il était président, il me semble que c'est lui qui a fait voter la loi sur le secret des affaires en 2018. Et donc en fait grâce à cette loi, puisque justement Christine Arrighi l'a dit, il y avait une opacité totale sur le projet. Donc, est-ce que, c'est bien un peu bizarre que je vous pose la question, mais parce que je n'ai pas la réponse, mais est-ce qu'une fois qu'il sera plus président, à un moment donné, l'immunité présidentielle va tomber? Voilà. Qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce que quelqu'un a la réponse? C'est pour savoir, comme j'ai un spécialiste devant moi. D'accord. Bon, d'accord. Bon, cette question, je la pose peut-être trop tôt. Mais voilà, en tout cas, c'était passionnant et voilà. Et je remercie mille fois, évidemment, à toutes les personnes qui m'ont aidé, à toutes les sources que j'ai pu rencontrer. C'était vraiment, c'était passionnant. Et puis, ça a donné lieu, je me souviens, à la première diffusion du film, on l'a montré à des députés, mais il n'y avait pas Christine Arrigui, mais d'autres députés, d'autres partis politiques, et qui ont dit, mais c'est pas possible, il faut qu'on fasse une enquête derrière. Donc, voilà, le hasard fait bien les choses. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, bien sûr. Donc, le film est sur YouTube en accès libre. Il s'appelle, et alors il a deux titres, l'A69, l'affaire personnelle de Macron, et sinon La guerre des arbres. Et donc j'ai été récompensée, j'ai eu le prix éthique, c'est vrai qu'il faut que je le dise parce que ça m'a fait vraiment énormément plaisir. C'était même un honneur d'être récompensée par le prix éthique d'Anticor. Et puis j'ai eu d'autres prix voilà, en tant que film documentaire de qualité. Voilà, donc ouais, et j'ai continué d'enquêter. Alors pour le coup, à Off Investigation, on, on travaille sur des enquêtes audiovisuelles, mais aussi des enquêtes écrites. Et donc j'ai continué d'enquêter sur cette histoire de carrière parce que c'est vrai qu'en principe, ils devaient utiliser les remblais pour fabriquer l'autoroute. Parce qu'en fait, pour que l'autoroute soit stable en dessous, il faut qu'il y ait des couches de cailloux, etc. Mais bon, eux disaient, ils ne toucheraient pas à des carrières, il n'y aurait pas de nuisance de carrière, d'impact environnemental par rapport au terrassement. Et en fait, évidemment que voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est un peu faux d'avoir dit ça. Ils l'ont dit en commission d'enquête en plus. Donc j'avais enquêté. Voilà, donc ça fait partie des mensonges. Et là, j'ai une enquête qui doit sortir aussi sur cette histoire
pourquoi cette autoroute passe aussi près du château de Scopon? Parce que ça aussi, c'est vraiment très, très, très bizarre. Surtout qu'en 2011, c'était pas du tout prévu que l'autoroute passe aussi près. Donc, il y a eu un changement un changement de tracé. Et voilà, je vais pas vous raconter, mais il faudra lire mon enquête qui va sortir bientôt. Voilà. Et bonjour, ravi d'être parmi vous aujourd'hui dans Johan Legrand du collectif La Voix est libre, collectif citoyen composé essentiellement de gens qui habitent très proches du tracé ou qui sont impactés vraiment dans leur quotidien par ce chantier aujourd'hui, mais dans un premier temps par une enquête publique un peu douteuse, un peu manipulée. Euh, je me souviens de cette feuille A3 euh, en bas de la route nationale, gratuite, une période où il y avait personne, une petite feuille A3 avec plein d'écrits en tout petit, nous expliquant qu'en fait, il y a un dossier qu'on peut consulter en mairie pour nous participer à l'enquête publique en pleine période hivernale, à mon souvenir, de vacances. Euh, À partir de là, je me suis posé des questions. Je me suis dit, mais ils vont pas le faire quand même. Pourtant, moi, quand je suis arrivé dans ce petit coin du Tarn, très proche de Toulouse, où on y vit bien, les gens ont choisi d'y vivre parce que on n'est pas loin de Toulouse. On est à la fois à la campagne, l'immobilier est moins cher, on a tout le confort qu'il nous faut. On va voir des médecins à Castres, on peut aussi aller voir des médecins à Toulouse, là où je me situe, on est un peu au milieu. Et puis, cette enquête publique se fait. Euh, on voit qu'elle est fortement appuyée par des lobbies d'entreprises pharmaceutiques. On a Pierre Fabre qui est un peu le leader de l'entreprise dans le Tarn. Donc un gros groupe, un monsieur qui est respecté à cette époque. Et les choses se font finalement comme ça, par un appui médiatique des groupes de presse locaux, mais quand même qui ont une envergure assez nationale. Donc la Dépêche du Midi, qui est d'ailleurs gérée par un monsieur qui a été ministre à un moment donné du territoire et de l'aménagement du territoire. Donc, plein de petits éléments qui ont fait que moi, en tant que citoyen, ben, grâce à un prospectus, un beau jour, dans mon village, dans ma boîte aux lettres, avec écrit Stop Carrière, je fais, mais tiens, qu'est-ce que c'est, des carrières? Ah bon? Ah ben alors ça serait par rapport à l'autoroute. À cette époque-là, il n'y avait toujours pas de concessionnaire attribué. On ne savait pas trop si ça allait se faire ou pas. Les gens en parlaient, mais en parlaient peu, parce que de toute façon, personne n'avait vu cette feuille A3 en bord de la nationale où c'était pas possible de s'arrêter pour consulter ce qu'il y avait écrit dessus. Euh, donc, voilà, un jour, ben, un collectif se monte dans mon village, Stop Carrière, parce qu'une carrière devait se faire avec 800 millions de mètres cubes, devait sortir de là. Et puis là, je rencontre des gens qui, en fait, me disent, mais si, ils veulent la faire, vraiment. Ah, bon, je trouve ça incroyable, parce que vraiment, il n'y a personne qui passe sur cette route. Donc là, je commençais à me dire, mais comment c'est possible que des gens veulent mettre de l'argent ou l'État va mettre de l'argent pour une route on pourrait faire un camping dessus le dimanche après-midi. Voilà, faire pique-nique sur la nationale, il n'y a pas de souci. En période de Covid, ça a été vraiment, c'était la porte ouverte aux animaux sauvages et aux promeneurs à pied. Inondé aussi souvent par les fortes pluies. Donc je me suis dit, mais on s'en fout. Et donc j'ai commencé effectivement, moi, à m'intéresser sur l'aspect financier, à m'intéresser sur mais qui, pourquoi, comment, avec qui, euh, quel intérêt, quoi. Et le jour où la fameuse carrière a été annulée, grâce à la mobilisation collective des habitants de ce village, euh, ce jour-là, Jean Castex est venu et a dit, ben, on a trouvé un concessionnaire. Pff, je me suis dit, encore lui.
il n'a pas fait une belle affaire, quoi. Un concessionnaire, se lancer là-dedans, mon Dieu. Oui, oui, concessionnaire dédié, donc une entreprise dédiée qui est créée par NGE. Oula, donc je regarde un peu plus de plus près tout ça. Et donc, le collectif La Voix est libre se crée, informe le citoyen local, puisqu'on ne peut pas compter sur les médias locaux qui ont à peu près, qui ont des radios, qui ont tout ça, puisqu'en fait, ces médias-là ben, ont toujours poussé en faveur de cette autoroute concédée. Pourquoi? Parce qu'il y a des liens très proches entre ben, le laboratoire Pierre Fabre, qui était très depuis toujours, qui s'est dit, mais avec la mairie de Castres et tout ça, oh ben nous, il nous faut une autoroute, il faut que ça aille plus vite, les aménagements gratuits faits par l'État, ça prend un temps fou, on n'aura pas d'autoroute avant 2024. C'était le grand discours à l'époque. Aujourd'hui, on est en 2025, il n'y a toujours pas d'autoroute, alors qu'ils auraient peut-être fait un aménagement gratuit comme ils avaient commencé à faire. Peut-être qu'aujourd'hui, il y aurait eu un aménagement de la nationale qui est présente et gratuite aujourd'hui. Elle aurait été peut-être finie, cet aménagement aujourd'hui, en évitant tous ces problèmes. Entre-temps, ben, j'ai rencontré des gens qui militaient déjà pour pour cet aménagement de la nationale. Donc, il y avait un collectif, j'apprends qu'il y avait un collectif à l'époque pour la RN 126. Et aujourd'hui, ben, l'autorité environnementale ayant donné l'autorisation, enfin, par la signature du préfet François-Xavier Loche, aussi qui était très proche de Macron, l'autorisation environnementale d'attaquer les travaux ont commencé. Ça a été attaqué de suite par de nombreuses associations. Voilà, donc on en est là. Bientôt l'appel à la cour d'appel sur l'autorisation environnementale. Voilà, on en est là collectivement et beaucoup de choses encore à découvrir qui sont cachées par le secret des affaires. C'est un peu un rêve pour moi, là, ce document au bout de la table, hein, je vous avoue. C'est Merci pour ce témoignage et d'insister effectivement sur l'enjeu du collectif dans cette aventure, si l'on peut dire, parce que c'est une aventure et qui n'est pas terminée et qui montre que chacun a apporté sa pierre de compétences et de connaissances et d'implication dans ce dossier. Là, maintenant, il y a tous ceux qui sont en lutte contre les usines à bitume avec des personnes qui ne connaissaient rien ni à la réglementation ni à quoi que ce soit dans le sujet, qui sont devenus d'une compétence sur cette question, à telle enseigne là qu'ils sont en train de saisir l'IGEDD par rapport au fonctionnement de ces usines à bitume. Je passe la parole à Léa Sébastien, qui est intervenue à la fois pour la 69, mais de façon plus générale sur la démocratie dans le cadre des affaires publiques, et évidemment qui a investigué sur ce dossier comme sur d'autres, parce que naturellement, comme je le disais au tout début dans mon introduction, il y a dans cette question du secret des affaires un enjeu démocratique essentiel. On l'a vu par les lanceurs d'alerte, on l'a vu par le prisme du juridique, on l'a vu par le biais des journalistes, et maintenant on le voit par le biais d'une affaire concrète dans laquelle Léa Sébastien s'est beaucoup impliquée. Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, je vais parler pas que de la 69, mais parce que c'est des histoires qui se répètent sur plein d'aménagements aussi divers soient-ils. Et je vais élargir aussi le secret des affaires à ce que j'appelle, enfin, non, non, ce qu'on appelle la démocratie environnementale, qui m'interpelle de plus en plus dans l'analyse des conflits d'aménagement. Donc, pour me présenter, je suis enseignant-chercheur et quand j'ai le temps, parce que les enseignants, voilà, ont de moins en moins de temps pour faire de la recherche, mais j'étudie donc les conflits d'aménagement. Je fais de plus en plus des recherches participatives avec des collectifs ou des citoyens. Je travaille actuellement sur les gravières, on extrait le granulat qui va ensuite sur les routes, sur les centrales à bitume, sur la 69, sur une grosse pollution au plomb aussi dans les sols à Toulouse. Bref, je m'amuse bien.
Et donc sur cette approche des conflits d'aménagement, j'ai une approche à la fois qualitative où je vais suivre les collectifs sur le temps long parce que lutter contre un aménagement, c'est une tranche de vie, ça prend 5, 10, 15, 20 ans parfois. Et qu'est-ce que ça génère, toute cette résistance territoriale en termes de transformation sociétale. Et j'ai aussi une approche quantitative parce que là aussi, je ne sais pas si c'est le secret des affaires, mais enfin, j'ai du mal à trouver des données sur justement l'ensemble de ces conflits d'aménagement. Donc, j'ai commencé un recensement euh, des conflits d'aménagement. Alors, pour l'instant, sur l'ex-région Midi-Pyrénées, et j'en suis à 372 entre simplement le créneau 2000 et 2020. Donc voilà, c'était pour montrer que des conflits d'aménagement, il y en a beaucoup, ça concerne tous les territoires et il y a une explosion une intensification des infrastructures un petit peu partout. Et ce qui revient à la fois dans mon approche qualitative comme quantitative, c'est justement cette fameuse démocratie, hein, les failles de la démocratie, dans les entretiens qui reviennent systématiquement dans les discours. C'est vraiment un levier d'engagement fort. Ça revient souvent quand on fait une analyse argumentaire des discours des opposants. Ça revient en première ou deuxième position. Pourquoi les gens s'engagent? C'est à cause des failles démocratiques qui ont été découvertes. Au début, les gens jouent le jeu, ils vont à l'enquête publique, ils participent aux concertations, et puis voilà, petit à petit, ils tirent les fils et ils se sentent vraiment méprisés. C'est vraiment un élément fort qui génère même de la violence, hein. C'est une violence symbolique, ça a été évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui dans la journée, on l'apprend par hasard dans la presse. On demande naïvement un document qui nous est jamais envoyé. Enfin, voilà, petit à petit, les gens s'interrogent et ça génère vraiment de la colère et un sentiment d'injustice et de mépris. Et donc, sur mes 372 conflits, dans 95% des cas, les habitants critiquent les outils de démocratie locale. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde. Donc, c'est vraiment une dimension essentielle pour comprendre la colère des habitants. Et sur 40% des cas, les habitants ne sont pas forcément contre l'aménagement en question, mais vraiment contre la manière dont il a été imposé sur le territoire. Donc, ça peut être vraiment euh, un levier d'engagement des citoyens. Donc j'ai commencé à investiguer cette thématique effectivement au travers d'un rapport avec la Ligue des droits de l'homme via un article que j'ai rédigé pour la revue Hérodote sur cette fameuse démocratie environnementale, enfin plutôt la non-démocratie environnementale. Parce que ce qui m'a interrogé, c'est ce paradoxe entre d'un côté le développement des outils participatifs de concertation. Donc quand on regarde à toutes les échelles, internationales, nationales, locales, voilà, l'agenda politique autour de la concertation est florissant. Il y a toutes sortes de conventions qu'on a signées, les lois de démocratie de proximité, la charte de l'environnement qui entérine la convention d'Aarhus, hein, qu'on a ratifiée en 1995, la convention d'Aarhus, qui est une convention justement sur la démocratie environnementale basée sur différents principes. Au niveau local, il y a les chartes de participation, les défis citoyens. Enfin, on a l'impression quand on entend les élus, l'État, qu'il y a un florilège comme ça de participation citoyenne. Et en même temps, il y a aussi une intensification, une explosion des conflits environnementaux et des conflits d'aménagement. Donc on se dit, ça m'a interpellé. Et donc ça signe vraiment que tous les dispositifs autour de l'aménagement sont aujourd'hui à bout de souffle. Et vraiment l'échec des dispositifs démocratiques explique cette explosion des conflits d'aménagement. Donc au fil de mes travaux, j'ai construit une typologie du déni démocratique environnemental. D'abord, j'ai repris les 3 critères de la Convention d'Aarhus, donc qui définit la démocratie environnementale. Donc, le premier principe de la Convention d'Aarhus, c'est le droit du public à accéder à des informations complètes sur les projets et les activités liées à l'environnement. Bon,
Voilà, c'est le sujet depuis le début de la matinée. Donc là, dans 100% des cas, voilà, les citoyens déplorent une opacité des données fournies. Donc je ne vais pas répéter, mais voilà, le déficit d'informations, des informations non sourcées, fausses, non transmises, manque d'indépendance, manque de compétences, sectorisation, technicité des dossiers, pas d'infos, énormément d'infos, trop, etc., etc. Ce qui est intéressant de voir avec ce qui se passe autour de la donnée, donc ça m'intéresse aussi en tant que scientifique, voilà, quelle donnée est transmise, reçue, comment elle est analysée ou pas. Et effectivement, avec toute cette opacité et manque de la donnée, on voit que les collectifs, petit à petit, ils produisent aussi eux-mêmes de la donnée. Ils vont aller chercher des scientifiques pour faire des contre-expertises. Il y a vraiment une montée en compétences, on l'a vu au sein de ces collectifs, qui est assez impressionnante, ce que j'appelle le capital savant. Et voilà, ça vient aussi, voilà, à un moment, le citoyen, il arrête aussi de demander des données, il va la chercher ailleurs, il va la produire autrement, faire des contre-expertises pour des études d'impact, etc. Donc, c'est intéressant de voir ce qui se passe autour de cette fameuse donnée. Le deuxième principe de la Convention d'Aarhus, c'est normalement, le public, le citoyen doit participer au processus décisionnel sur les questions environnementales. Donc, pas seulement à des concertations, mais à la décision. Donc là aussi, deuxième principe non respecté. Dans 100% des cas, les citoyens déplorent des réunions publiques, des concertations, des consultations, mais jamais des négociations où vraiment on peut échanger euh, sur le fond du projet avec manque de dialogue, non-respect des concertations, etc. Le troisième principe, c'est l'accès du public. Normalement, c'est l'accès du public à la justice pour les questions environnementales. Là aussi, voilà, les citoyens déplorent le fait qu'il est très coûteux d'engager une procédure juridique, il faut du temps, de l'argent, des compétences. euh, et donc, voilà, ils déplorent aussi ce troisième critère. Et en plus de ces trois critères, donc on en a ajouté trois de plus propres au conflit d'aménagement. Donc d'abord, c'est la non prise en compte des enjeux environnementaux dans tous les documents d'urbanisme ou enfin tous les dispositifs qui existent aujourd'hui. D'un côté, on va s'engager dans des COP, on va signer à l'échelle nationale ou internationale. On va va y avoir des engagements de la France qui n'apparaissent jamais dans les documents d'urbanisme. Ensuite, c'est le manque d'alternatives. Donc, normalement, tous les projets doivent être accompagnés d'une alternative sérieuse. Et dans la plupart des cas étudiés, ce n'est jamais le cas. Il n'y a pas de proposition alternative par les aménageurs, ni de prise en compte. De plus en plus aussi, il y a des collectifs qui font des contre-propositions, des contre-projets. Et là aussi, ils sont rarement étudiés dans les dispositifs de l'aménagement du territoire. Et le dernier élément qui revient dans les discours, c'est l'abus de pouvoir. Bon, là aussi, on l'a déjà évoqué, euh, avec les conflits d'intérêts, des pressions, des intimidations, et ce que j'ai appelé les bidouillages, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment hors la loi, mais on va faire une réunion de concertation dans une salle trop petite ou envoyer voilà, 20 000 pages à lire pendant entre Noël et le jour de l'an. Bon, voilà, donc on n'est pas dans l'illégalité, mais voilà, on s'arrange avec. Donc ça revient aussi beaucoup je ne sais pas si bidouillage est le bon terme, je pense qu'on peut trouver mieux. Donc pourquoi ce déni démocratique environnemental? Parce que la belle promesse de la démocratie environnementale portée par cette convention d'Aarhus, dans son opérationnalisation, ça a été mis en place plutôt par des modèles de gestion, des modèles de gouvernance, hein, ce que certains auteurs appellent la gouvernance par les nombres. Cette notion de gouvernance qui est issue finalement du monde de l'entreprise est inopérant pour affronter ces conflits d'aménagement. Il y a la boîte noire hein, qu'on appelle la gouvernance environnementale avec ces différents dispositifs qui sont complètement opaques. Par exemple, les analyses coûts-bénéfices. Voilà, pour chaque projet, il y a des coûts, des bénéfices qui sont transformés, pondérés en euros, mais
personne ne sait exactement comment voilà, on va mesurer un gain de vitesse par rapport à la pollution de l'air, par exemple. Comment on va juger qui est voilà, la pondération de ces différents éléments. L'enquête publique qui est très critiquée et n'est pas contraignante. La CNDP, la Commission nationale du débat public, qui est en difficulté et qui, en plus, là aussi, n'impacte pas sur la décision finale, plus les différentes évolutions réglementaires récentes qui sont plutôt associées à un backlash écologique, la loi ASAP, industrie verte, etc. Donc, voilà, il y a de moins en moins d'espace finalement où on peut discuter sur le fond de ces projets d'aménagement et pas que des aspects techniques, ce qui génère de la violence symbolique sur les territoires et qui souligne que ben, on n'a pas que les institutions aujourd'hui démocratiques ne sont plus légitimes pour prendre des décisions concernant les enjeux environnementaux et d'aménagement. Parce que ce qui montre ces conflits d'aménagement, c'est que finalement, il révèle une crise de l'intérêt général. Quand on fait une analyse argumentaire de pourquoi on a envie de faire une autoroute, une décharge, un centre commercial et pourquoi on n'en veut pas, si on fait cette analyse argumentaire, on voit des visions opposées, irréconciliables en fait, de qu'est-ce qu'on a envie pour nos territoires, quels sont les arguments derrière les acteurs pour et les acteurs contre. Et cette notion d'intérêt général, d'utilité publique, elle n'est jamais discutée. Voilà, qui est légitime pour porter cet intérêt général? Bon, c'est encore l'État qui fait un peu la captation, hein. Je me suis amusée à recenser toutes les expressions associées à l'intérêt général. Donc, il y a la déclaration d'utilité publique, la DUP, le PIG, le projet d'intérêt général. Il y a la démarche grand chantier qui permet à l'État de soutenir des grandes infrastructures. Il y a l'opération d'intérêt national. Il y a la raison impérative d'intérêt public majeur. Il y a les projets d'intérêt national. Bon, etc. J'en oublie peut-être. Donc, il y a tout un florilège comme ça sémantique autour de la captation comme ça de l'intérêt général que l'État souhaite incarner, mais sans jamais discuter ben, qu'est-ce qu'il y a derrière ce fameux intérêt général aujourd'hui. Donc, quelques propositions pour finir, si j'ai encore 2 minutes. Ça a été évoqué aussi un petit peu ce matin pour pas voilà, plomber, partir sur des propositions. Bah, évidemment, intégrer l'ensemble des engagements environnementaux dans les documents d'urbanisme, réguler les permis de construire, repenser les zonages imposés aux élus locaux, par exemple. Cette notion de bien commun aussi, ça a été évoqué ce matin, comment le faire rentrer dans ce droit. Il y était avant, il en est sorti, comment on peut le remettre dans le droit. Repenser évidemment bah, voilà, les enquêtes publiques, qu'elles soient par exemple adaptées au territoire et pas au projet. Enfin, souvent, on va saucissonner comme ça même un projet en petits projets afin qu'on n'ait pas une vision globale, alors que voilà, des enquêtes publiques peut-être territorialisées, c'est-à-dire voilà, de quoi on a envie pour ce territoire-là. Ce serait plus pertinent qu'avoir des enquêtes publiques par projet. De même pour la CNDP, hein, élargir le spectre. Alors ça a été fait là en ce moment, par exemple à Fos-sur-Mer. Voilà une réflexion sur tout le territoire industriel de Fos. Et voilà, c'était des débats intéressants d'avoir une division territoriale et pas par projet. L'étude d'impact, évidemment, la rendre indépendante, qu'elle n'est pas pour l'instant. Et au niveau des territoires, alors parfois c'est fait, mais assez rarement, c'est organisé par exemple des visions citoyennes du territoire en amont, pas une fois que le projet est déjà, déjà créé, et puis s'appuyer sur les attachements. Alors moi, je travaille aussi beaucoup sur la notion d'attachement au lieu. J'essaye de comprendre. Pourquoi on est attaché à un lieu, ce qu'on appelle l'identité spatiale, et pourquoi on a envie de défendre un lieu. Et la dimension affective, elle est très importante dans ces conflits d'aménagement aussi. Souvent, elle est un peu écartée des débats. Mais voilà, les affects qui sont transmis comme ça sur ces conflits d'aménagement, ils permettent de créer voilà, des espoirs, des contre-projets, des visions territoriales assez riches. Et voilà, les gens, souvent, ils ont envie de participer à l'aménagement de leur territoire. Et donc, c'est dommage que
ces oppositions soient réprimées et pas vues comme une vitalité démocratique finalement sur ces territoires. Donc en conclusion, ben voilà, on aurait pu croire que le tournant participatif comme ça de l'action publique allait enrayer des dynamiques conflictuelles, mais il n'en est rien. Euh, les conflits d'aménagement aujourd'hui, ils posent la question de ben, comment on peut décider ensemble, en collaboration. Et cette multiplication des conflits d'aménagement montre vraiment un déni de démocratie environnementale et souligne ben, l'inadéquation de nos institutions pour les appréhender aujourd'hui. Merci. On ne pouvait imaginer meilleure synthèse de ce que nous avons dit toute la journée par rapport à la question justement du conflit d'aménagement et du conflit environnemental qui met en lumière les visions diamétralement opposées qui aujourd'hui s'expriment à la fois dans les territoires, mais s'expriment également aujourd'hui dans l'Assemblée. En réalité, lorsque nous adoptons ou pas, ou nous faisons des propositions ou pas de dispositifs en faveur de l'environnement. Pour conclure, Mélanie Desouza qui va nous montrer que la jurisprudence peut faire avancer le droit et évidemment la vision que nous avons de ces dossiers dans le cadre de conflits d'aménagement et sur la façon dont on peut les contester ou pas également. Merci beaucoup, Madame la députée, et merci de m'avoir conviée à ces travaux. Donc, dans la continuité des interventions précédentes, je vais évidemment traiter du cas d'école de l'A69 et cette fois-ci dans une dimension très juridique. Et pour ce faire, ma présentation sera articulée en deux grandes parties. Tout d'abord, une présentation des recours qui ont été menés au fond, donc je ne m'attarderai pas trop sur les procédures en référé. Et dans un deuxième temps, les interrogations que ces procédures ont soulevées en termes de transparence. Donc tout d'abord, le projet de l'A69 a conduit plusieurs associations, plusieurs riverains et citoyens à mener de concert plusieurs recours et ceux-ci s'inscrivent dans deux domaines majeurs. Donc tout d'abord en matière environnementale et en matière du droit de la commande publique. Donc en matière environnementale, c'est le tribunal administratif de Toulouse qui a été saisi et qui, par deux jugements du 27 février 2025, avait prononcé l'annulation des arrêtés délivrant la société, pour la société Atosca une autorisation environnementale afin de créer la liaison autoroutière. Mais compte tenu de la publication d'une raison impérative d'intérêt public majeur, on est revenu sur cette décision. Et c'est ainsi que la Cour administrative d'appel de Toulouse, le 28 mai 2025, a annulé ces deux jugements du tribunal administratif de Toulouse et a considéré que l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur était susceptible de justifier l'octroi d'une dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées pour la réalisation du projet de liaison autoroutière. Ce recours est encore pendant puisque le Conseil d'État a été saisi et l'audience se tiendra le 11 décembre prochain. Donc, il faut suivre l'actualité et nous espérons évidemment des... c'est un appel. D'accord. Ah oui. Pardon. Et donc, on verra si ce projet continue d'avancer, notamment sur la voie environnementale. En matière de droit de la commande publique, donc là c'est le dossier sur lequel j'ai travaillé avec le cabinet Leguevac. Il s'agissait de dénoncer la durée excessive du contrat de concession. Donc pour rappel, cette durée a été fixée à 55 ans pour 53 kilomètres d'autoroute. Et donc ce recours conduisait à une saisine directe du Conseil d'État. Donc par une décision du 10 juin 2025, la recevabilité des demandeurs a été rejetée au motif que la clause relative à la durée de la concession n'était pas de nature réglementaire et ne pouvait donc pas faire l'objet d'un titre dans le cadre de la voie de recours choisie, à savoir ici le recours en excès de pouvoir. En rejetant ce recours sur le seul motif de la recevabilité,
le sujet au fond n'a pas été traité. Néanmoins, par cet arrêté, le Conseil d'État a levé le voile sur la nature de la clause de durée contractuelle en matière de concession, parce qu'on ne savait pas si c'était une clause réglementaire ou contractuelle. Donc maintenant, il considère qu'elle est contractuelle, et c'est une vraie avancée en matière de droit de concession pour le contentieux. Ainsi, malgré des résultats à demi-teinte, cette saga juridique révèle plusieurs éléments interrogeant le respect du principe de transparence. Et au préalable, il s'agit de rappeler ce que nous entendons par cette notion de transparence, laquelle emporte ici, dans le cadre de la 69, deux dimensions majeures, l'une en matière de droit public et l'autre en matière de transparence de l'administration. Donc, en matière de droit public, la transparence constitue l'un des piliers fondamentaux de la commande publique parce qu'elle permet de prévenir toute forme de favoritisme ou toute forme d'arbitraire. Et ce faisant, elle exige du pouvoir adjudicateur ou de l'acheteur public d'assurer une mise en concurrence ouverte, compréhensible pour tous les candidats, notamment par une publicité exhaustive de l'appel d'offres, mais également par le fait de garder l'ensemble des documents qui ont permis de sélectionner un candidat donné. La transparence de l'administration, quant à elle, est un principe à valeur constitutionnelle qui résulte, comme l'a rappelé Madame Arrigui ce matin, de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et qui peut être défini comme le droit pour le citoyen de savoir ce qu'on fait, font ou vont faire les autorités administratives. Or, il apparaît que dans le projet de la 69, plusieurs éléments ont été affectés d'une certaine opacité, tant en matière administrative qu'en matière de commande publique. Sur le plan administratif, les premières zones d'ombre concernent l'accès et la qualité de l'information disponible. S'agissant de l'accès, deux exemples peuvent être ici mobilisés. Tout d'abord, le chiffrage du projet, parce que dans son avis du 25 janvier 2023, pardon, l'autorité de régulation des transports présentait un chiffrage du projet qui était juste compris dans des fourchettes allant du simple au double et ne permettait pas de connaître le coût réel de l'opération. De même, du fait des mentions grisées dans le contrat de concession que l'on a abordé à plusieurs reprises, et notamment l'annexe 18 qui était relative au financement et au flux financier, laquelle nous a été opposée dans le cadre du recours devant le Conseil d'État sur le thème de la durée. Et lorsqu'on a présenté des remarques en disant que cela ne respectait pas le contradictoire d'utiliser les données d'une pièce que la défense ne pouvait pas consulter, on n'a pas eu de réponse et donc on n'a pas eu accès à ce document, même dans le cadre du contradictoire, ce qui pose ici évidemment de nombreuses questions. En plus de cet accès difficile à l'information, la qualité de l'information est également à discuter. Et ici, on peut tout à fait mobiliser l'exemple des carrières parce que elle fait apparaître une contradiction entre la déclaration initiale de NGE qui prétendait à l'absence de recours des carrières du fait de développement technique et les affirmations ensuite de son représentant qui reconnaît implicitement un besoin d'extraction de matériaux issus de carrières. Donc, au regard de ces quelques exemples, force est de constater que dans le cadre de ce projet, l'accès à l'information a été complexe et ne permet pas pour les administrés d'exercer un véritable contrôle de l'action publique. Et ces mêmes questions se posent en termes de commande publique. Et ici, de même, on peut mobiliser deux exemples majeurs. Tout d'abord, la justification tardive de la raison impérative d'intérêt public majeur et ensuite les modalités de calcul de la durée du contrat de concession. Donc, la raison impérative d'intérêt public majeur a été mobilisée devant le tribunal administratif de Toulouse par le préfet de la région Occitanie et du département du Tarn et par le biais d'une note en délibéré dans laquelle il apporter des éléments nouveaux et ceux-ci portaient sur les engagements ministériels de revoir à la baisse 33% de la tarification des péages initialement envisagée par de nouveaux concours publics. Alors là, il convient de noter qu'une telle contribution financière des pouvoirs publics s'ajoute aux 98,1 millions d'euros en numéraire et en nature qui avaient déjà été apportés et qui modifient substantiellement l'offre publiée.
Une telle modification modifie donc l'économie générale du contrat et affecte la transparence de la procédure de publicité initiale, car ayant connaissance de ces nouveaux concours publics, d'autres candidats auraient pu soumissionner et peut-être être retenus au titre de la procédure de mise en concurrence. S'agissant de la méthode utilisée pour le calcul de la durée de concession, le Conseil d'État a défini dans le cadre de sa jurisprudence une méthode pour déterminer la durée et celle-ci se fonde sur, d'une part, la durée de la réalisation des travaux à laquelle on additionne la durée normale pour amortir les investissements qui ont été nécessaires pour mener le projet. Nonobstant, dans le cas précis de la 69, la durée a été fixée à 55 ans et ce calcul s'est constitué principalement sur 3 variables: les pratiques usuelles en matière autoroutière, les investissements réalisés et les exigences supposées des prêteurs qui auraient demandé une durée supplémentaire de la concession allant de 5 à 15 ans. Or, comme nous l'avons relevé, les données financières fournies par l'avis de l'ART, mais également publiées en général, ne permettaient pas d'évaluer le coût réel de l'opération au moment où la durée du contrat a été calculée. Et si ensuite, dans le cadre du contradictoire, les données financières et notamment le coût a été révélé et s'élève à environ 450 millions d'euros, il apparaît que les nouveaux concours publics susmentionnés n'ont pas été pris en compte dans le calcul initial de la durée et plus encore, ces nouveaux financements n'ont pas conduit à une révision de la durée. De plus, la prise en compte des exigences des prêteurs ne se trouve aucune assise, ni textuelle, ni jurisprudentielle. Donc le calcul de la durée du contrat a été élaboré par le cumul de plusieurs éléments nébuleux, lesquels ne peuvent juridiquement pas constituer la base d'un calcul d'une durée contractuelle, celle-ci devant reposer, selon la jurisprudence constante, sur des données chiffrées, à la fois tangibles et expertisables. En définitive, ce cas précis de la 69 et plus généralement le cas des concessions autoroutières met en exergue toutes les difficultés de la garantie du principe de transparence et ce dans tous ses champs d'application. Il permet en outre de rappeler l'importance du rôle des parlementaires dans cette garantie et notamment du fait de leur pouvoir d'enquête parce que ici on peut évoquer la commission d'enquête sur le montage juridique et financier de la 69 qui ont permis de soulever l'ensemble de ces interrogations et de lever le voile sur certains des éléments, mais également l'initiative législative qui, à terme, semble être le seul moyen de pallier les défauts d'information. Et ici, on peut citer la proposition de loi que vous avez déposée visant à promouvoir la transparence des contrats de la commande publique au bénéfice des citoyens. Je vous remercie. Merci pour ce résumé très rapide et pourtant très complet de cette affaire très complexe. Mais en réalité, comme cela a été dit tout à l'heure par la Sébastien, très complexe, mais qu'on retrouve, quand on en connaît une, en fait, on les connaît toutes. Voilà, au moins, c'est intéressant parce qu'il ne faut pas investiguer sur les autres dossiers parce qu'en fait, vous retrouvez exactement et systématiquement toujours les mêmes éléments constitutifs de ce qui fait qu'effectivement, on est en conflit complet aujourd'hui sur notre aménagement du territoire au regard du mode utilisé et au regard de ses conséquences, évidemment, à la fois environnementales, mais également financières, puisque la 69, comme dans les autres dossiers, le pôle Langon, pour ceux qui connaissent ce pôle Langon, la 154, pour ceux qui connaissent la 154, le canal Seine-Nord, pour ceux qui connaissent le canal Seine-Nord, le Lyon-Turin, pour ceux qui connaissent le Lyon-Turin, et plein d'autres dossiers, la LGV, pour ceux qui connaissent la LGV. Et donc, on retrouve systématiquement les mêmes éléments, à la fois le scandale environnemental, alors en tout cas, ou la dérogation environnementale, si on ne veut pas l'appeler scandale, si on n'est pas écologiste, mais enfin en tout cas la dérogation environnementale est la raison impérative d'intérêt public majeur. Le scandale financier, ou en tout cas, si on ne veut pas l'appeler scandale, en tout cas une dépense inconsidérée des deniers publics au jour où ils se font rares, et en général la connivence politique, qu'elle soit locale ou nationale. Et vous avez le combo de tous les dossiers que nous combattons avec évidemment un succès fou dans le contexte actuel que vous connaissez.
Merci beaucoup pour tous ces éléments qui, je pense, nous auront permis de mieux comprendre des dossiers qui sont en apparence extrêmement difficiles, mais cette apparence est liée au fait qu'en fait, ils sont couverts par ce secret des affaires qui les empêche d'accéder à l'information, puisque cette information, au bout du compte, si on en disposait de façon rapide et libre, eh bien, permettrait de mettre en lumière tout ce que nous venons de dire tout au long de la journée. Alors, avant de conclure complètement, puisque ça nous approchons de la conclusion de cette journée, je voulais remercier mes collaborateurs et collaboratrices infiniment, parce que ce sont eux les chevilles ouvrières de cette journée et de toutes mes journées d'ailleurs. Donc, je voudrais qu'on les applaudisse. Donc, Ethel Gambia. Vous avez Julie qui est tout à fait dans son petit coin, mais qui est tout aussi efficace et qui s'occupe de la communication. Et vous avez Dacruz Baloa qui, lui, n'est pas là, non pas parce que ça n'intéresse pas, mais parce qu'il a travaillé depuis 2 ans également avec moi sur ce dossier qu'il connaît tout aussi bien, tout aussi par cœur, et que là, il est en train de déposer des amendements pour la deuxième lecture du PLF. Donc, vous voyez, ça n'arrête jamais. Merci à eux. Ce sont mes 3 collaborateurs. Si j'insiste sur le fait que ce sont mes 3 collaborateurs, c'est que ce sont mes 3 et uniques collaborateurs. Et un député en France, et c'est pour cela que je veux insister aussi là-dessus, un député en France, il peut avoir 5 collaborateurs. Enfin, tout dépend comment on les paie. Enfin, bon, peu importe. Donc, moi, j'en ai 3. En Allemagne, c'est 11 collaborateurs. Pour vous montrer que la démocratie, c'est ça aussi. La démocratie aussi, c'est les moyens que donne la démocratie, qu'accepte de donner le contribuable, en définitive, pour que fonctionne une démocratie vivace. Et donc en Allemagne, 11 collaborateurs. Je ne vous parle pas au niveau européen, parce qu'alors là, ils ont à la fois les collaborateurs, mais également les collaborateurs d'Europe, mais également les administrateurs. Nous, les administrateurs, on ne les a que quand on fait une commission d'enquête ou quand on a le rapport spécial. Mais sinon, le reste du temps, les administrateurs sont au service de l'Assemblée, mais pas au service des députés. Et donc, ça change tout. Et voyez bien que si je parle de cela, c'est aussi parce que c'est un autre sujet qu'on pourrait aborder une autre fois sur le statut de l'élu, que ce soit au plan local pour affronter ces dossiers, affronter ces situations, ou que ce soit au niveau du plan national pour investiguer et faire exercer notre contrôle constitutionnel, notre contrôle d'évaluation des politiques publiques. Voilà. Donc c'est vraiment un signal de ce qu'est une démocratie vivace ou pas, selon les choix qui sont faits dans certains pays. Et maintenant, allons-nous dire, parce qu'on ne va pas s'arrêter là, bien entendu, maintenant on continue sur la 69, bien sûr, on continue le combat, les collectifs et tous celles et ceux qui sont investis dans ce dossier que l'on ne peut pas lâcher et qu'on ne lâchera pas. Et maintenant, moi, en tant que député, en tant que député, donc comme cela vient d'être dit, merci d'avoir fait la promotion. J'ai déposé une proposition de loi pour réformer ce système et cette législation concernant le secret des affaires, puisque comme j'ai pu le dire, en fait, c'est une directive européenne qui a été déclinée, qui devait être déclinée en 2015, mais la majorité de l'époque s'y est opposée fermement, notamment à une tentation qui avait été faite par le ministre de l'économie de l'époque, qui s'appelait Emmanuel Macron. Et donc, il n'avait pas pu avancer là-dessus. Mais en 2018, ça a été décliné au niveau national et décliné de façon très élargie par rapport à la directive européenne. Et donc, c'est ce sur quoi j'ai déposé ma proposition de loi. Ça, c'est la première chose. Deuxième proposition de loi que j'ai déposée, c'est une proposition de loi pour faire un moratoire sur l'ensemble des projets routiers et autoroutiers, dont effectivement on retrouve tous les différents critères que nous venons et que tout le monde a dit aujourd'hui. Ce moratoire des projets routiers et autoroutiers, je voulais quand même vous donner un petit note d'espoir. C'est qu'aujourd'hui, alors pas pour des raisons environnementales malheureusement, mais bon, puisque quand on voit le budget ou tout ce qui est budget d'écologie, fonds vert, fonds vélo, les transports, enfin tout, rénovation, tout est affaissé dans le budget 2026, ce qui fait qu'on va voter contre, bien sûr, et qu'on a déjà voté contre. Mais en tout état de cause, pour des raisons financières,
l'État est en train de se poser des questions de qu'est-ce que je vais faire pour mon aménagement routier, autoroutier, pour entretenir mes routes, mes ponts, rénover mon réseau ferroviaire qui est dans un état catastrophique. Eh bien, peut-être faudra-t-il renoncer à des projets qui sont sur la table aujourd'hui et qui seraient extrêmement coûteux pour les finances publiques et en préférer ce que nous défendons, évidemment, entretenir, rénover, régénérer, moderniser les réseaux existants et particulièrement développer des transports de proximité plutôt que des transports qui amènent très vite à Paris quelques happy few comme moi qui vient le lundi et qui redescend le jeudi. Mais enfin bon, mis à part ça, moi je viens de Toulouse. Ce qui intéresse les Toulousains, c'est surtout de se déplacer très vite pour aller au travail et ne pas mettre 1 heure et demie pour faire de l'est à l'ouest et de l'ouest à l'est tous les jours. Donc, c'est le Conseil d'orientation, c'est le ministère des Transports qui a confié ça au Conseil d'orientation des structures, des infrastructures, et ils sont en train d'étudier 14 dossiers à ce titre-là pour faire un point sur un bilan financier sur ces travaux. Je vous donne un exemple, le Lyon-Turin, très, 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 très défendu par certains élus ici. Le Lyon-Turin, c'était en 2012, un rapport de la Cour des comptes, 26 milliards en 2012. Le Lyon-Turin, j'ai fait une demande d'actualisation avant que je ne sache qu'il y avait le Conseil d'orientation des infrastructures qui allait être saisi. Le Lyon-Turin, uniquement la partie tunnel de ces 26 milliards, qui était évaluée à 8 milliards, la réponse qui m'a été faite, c'était que ça avait déjà augmenté, ils avaient fait une réactualisation, de 30 à 40%. De 30 à 40%. Donc vous imaginez tous les projets qui datent des années 90, parce que ça date tous des évaluations de ces années-là, vous rajoutez minimum 30 à 40% et souvent bien plus. Et donc vous imaginez un petit peu l'argent que pourraient nous coûter ces projets s'ils allaient jusqu'au bout. Troisième point, mais que je n'ai pas encore, concrétisé, c'est sur l'articulation des procédures. Et vous avez bien pu constater là aujourd'hui qu'on vous a parlé de DUP, qu'on vous a parlé d'autorisation environnementale et que tout ça se succède et finalement il n'y a pas une grande cohérence. Pourquoi? Parce que ça a été très bien dit par Léa Sébastien, c'est que en fait le droit environnemental s'est construit par effraction du droit à la fois privé, du droit de propriété, donc du droit de l'expropriation qui est le pilier de la déclaration d'utilité publique. Pourquoi y a-t-il une déclaration d'utilité publique? Eh bien, c'est pour pouvoir déroger au droit inviolable et sacré du droit de propriété. Jusqu'à les années 1990, voire 2000, ça se suffisait à lui-même parce que la dimension environnementale n'était un petit peu appréciée dans le cadre de la DUP, mais pas plus que ça. Et puis est arrivé le droit environnemental, il n'est pas arrivé par en bas, il est arrivé grâce à l'Europe, et cette déclinaison du droit environnemental qui a rajouté la question de la raison impérative d'intérêt public majeur. Bien qu'il y ait une déclaration d'utilité publique, eh bien encore faut-il, pour que l'ouvrage puisse se faire, qu'il y ait une raison impérative de déroger au droit environnemental. Et donc, au lieu que ces procédures aient été fondues et de façon à ce qu'il y ait une seule et même procédure qui puisse être contestée, bien entendu, mais qui permette aux citoyens, aux députés, aux journalistes, à tout ce qu'ils veulent investiguer, d'investiguer dans une seule et même procédure qui embrasse à la fois la question du droit civil, mais également du droit administratif et également du droit, enfin droit environnemental, droit administratif, eh bien, on a juxtaposé après la DUP la raison impérative d'intérêt public majeur avec l'autorisation environnementale et les procédures, toute la juxtaposition et le millefeuille de procédures qui ont été fort bien évoquées. Je crois qu'il en manquait 2 ou 3, mais je pense qu'on avait fait à peu près le tour. Et donc, du coup, il y a une DUP, des élus, la 69, mais tous les autres dossiers, c'est pareil. Des élus disent, il y a eu la DUP, et donc les autorisations ont été données pour les expropriations, c'est vrai, mais pas pour le reste. Et donc, arguant de la DUP conteste la validité de toutes les opérations qui sont conduites ensuite sur la base de l'autorisation environnementale, évidemment toutes les contestations citoyennes
qui sont conduites sur la base de la question du droit environnemental. Ce faisant, j'ai l'intention de déposer une proposition de loi qui réorganise, mais ça c'est un travail parce que ça touche à plein d'articles, de plein de codes, qui réorganise l'ensemble de cette procédure de façon à ce que lorsqu'on est arrivé à l'issue de la procédure de déclaration d'utilité publique et environnementale, cela puisse être contesté, mais en une seule et même fois, et pas en plusieurs étapes. Parce que, du fait de cette juxtaposition, outre que les affaires, les dossiers traînent très longtemps, imaginons qu'ils soient vraiment d'utilité publique, eh bien, il faudrait qu'ils se fassent rapidement, mais c'est que également, on en perd le sens dans cette complexité qui se juxtapose, puisque ce ne seront pas les mêmes éléments qui doivent être invoqués pour contester tant au niveau de la DUP qu'au niveau de la raison impérative d'intérêt public majeur, le droit environnemental. Ce n'est pas le droit de propriété, et donc ce ne sont pas les mêmes choses. Et les éléments qui servent à l'un ne sont pas forcément ceux qui servent à l'autre, notamment dans les critères que l'on appelle VAN-SE, mais enfin ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Deuxième chose pour laquelle il faudrait refondre l'ensemble de cette procédure, c'est que l'autorisation environnementale, aujourd'hui, est devenue un repoussoir par certains élus qui considèrent que le droit environnemental dérange, alors même qu'eux, ils ont la déclaration d'utilité publique qui leur permet de faire l'infrastructure et de la conduire jusqu'au bout. De la même façon, cette autorisation environnementale, comme elle vient s'ajouter, elle vient s'interposer ensuite avec la DUP, et que c'est tout ça sur un temps long. Certains élus arguent dans leur programme politique en disant écoutez, il y a eu la DUP, moi j'ai fait campagne sur l'autoroute A69, sur le Lyon-Turin, sur la 154, j'ai été élu et donc je suis légitime et donc je ne vois pas pourquoi ensuite des citoyens viendraient contester au nom de l'environnement, alors que moi je défends l'intérêt économique de mon territoire, au nom de l'environnement viendraient contester une décision que les électeurs eux-mêmes ont approuvée puisqu'ils m'ont réélu. Et ça, on l'entend dans tous les dossiers. Dans tous les dossiers. Et pendant la 69, le président de la commission de la 69, Jean Terlier, m'a rabattu les oreilles de cet argument en permanence. Tous les élus qui défendent la 69 ont été réélus en défendant la 69 au moment de la DUP 2018. Qu'est-ce que maintenant vous venez perturber notre affaire alors même que nous avons été élus sur ce projet, sur ce programme et en défendant la 69. Et donc le droit environnemental devient un repoussoir alors qu'il devrait au contraire être le droit qui protège et on me dit qu'il faut que je conclue. Et donc voilà, c'est la dernière proposition de loi que je vais déposer sur ce sujet, étant observé qu'aucune, pour l'instant, ne sera adoptée, je vous le dis, mais que pour autant je construis pour l'avenir parce que bientôt, évidemment, c'est nous qui serons au pouvoir. Voilà. Une question, une publicité. C'est l'heure de la réclame. Merci. Non, juste pour conclure, déjà, on a un petit livret qui a été sorti par La Voix est libre, que je vous invite à récupérer, sur les arguments sur lesquels on va gagner, en fait, évidemment, en appel. Donc, on reste confiant. Et voilà, il y a juste pour synthétiser un petit peu, pour vraiment conclure, mais c'est fini. Il y a une question par rapport à cette histoire d'A69 dont découle après toutes les autres questions, c'est pourquoi s'obstiner autant que ça alors que c'est sûr que cette autoroute ne sera pas rentable. Et c'est ça en fait la question de base et qui amène à tous les soupçons après évidemment qu'on peut avoir donc de financement de campagne d'Emmanuel Macron, parce que des liens avec Emmanuel Macron, il y en a plein, parce que François-Xavier Loche, le préfet de l'époque qui a signé l'autorisation environnementale, c'était le premier chef de cabinet d'Emmanuel Macron. Philippe Grimaud, un des juges au tribunal administratif de Toulouse, était camarade à l'ENA dans la même promotion qu'Emmanuel Macron. On a perdu un référé avec lui sur la R2IPM, justement. Donc voilà, évidemment, ça augmente les soupçons, on n'a pas de preuves, évidemment, de tout ça. Mais vous voyez bien que c'est des problématiques qui nous enquiquinent beaucoup. Voilà.
Merci. voilà, là, vous venez d'entendre le capital savant. Je vais les appeler comme ça maintenant, les capitaux savants. Bravo à vous, en tout cas. Merci, en tout cas, de votre présence. Merci de toute votre compétence, à la fois dans le public et évidemment à la tribune, de toutes nos interlocuteurs et également nos animateurs. Et puis, évidemment, on se retrouve sur le terrain de la 69 le 11 décembre prochain. Si vous venez sur Toulouse, n'hésitez pas à nous prévenir. Nous vous accueillerons devant le tribunal administratif. Allez, bon retour et puis à bientôt. Au revoir.